Chut, pas ici. Une brève histoire des applaudissements au concert classique. Les journalistes et les critiques observent régulièrement que les concerts de musique classique obéissent à une série de normes qui coordonnent la performance des musiciens et les comportements du public dans la salle. Les commentateurs parleront de l'ambiance austère, de la disposition figée des orchestres, du code vestimentaire des musiciens, du manque de spontanéité du public et du fait d'applaudir selon un usage bien défini. Si certains ont complètement intégré ces règles et ces normes, d'autres seraient tentés de dire qu'elles sont difficiles à assimiler. Les premières fois que je venais au concert, ça me gênait un peu. Il fallait que je ne comprenais pas complètement les mouvements, puis je regardais ça, 3 mouvements, il faut attendre 3 fois, puis on applaudit. Je trouvais ça gênant, c'est vrai. Il faudrait trouver quand même une manière de faire savoir quand est-ce qu'il faut applaudir, quand est-ce qu'on peut applaudir, mais quand est-ce qu'il ne faut pas applaudir. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très au courant, mais il y en a d'autres qui viennent pour la première fois. Alors. Pour les nouveaux publics, il peut en effet être difficile de savoir quand et comment applaudir au concert classique, d'autant plus que ces conventions varient selon les pays et les règles de savoir-vivre qui s'y appliquent. Au Japon, par exemple, traditionnellement, on n'applaudit pas trop fort et pas trop longtemps. Et pour le code du pays latin, par exemple, ça veut dire on peut traduire que l'audience n'était pas content. Mais au Japon, si l'applause est trop loud, trop fort ou trop agressif, ça veut dire que on n'a pas apprécié la performance parce qu'on réagit dans une manière vulgaire et pas polie. Ça veut dire agressif, pas respectueux. Vous allez constater dans ce documentaire qu'au fil des changements historiques et géographiques, les applaudissements au concert classique évoluent. Les règles de l'applaudissement se mettent en place au XVIIIe et XIXe siècle. C'est à cette époque que l'accès à la musique savante se popularise, alors que les prestations musicales orchestrales et opératiques étaient essentiellement réservées aux cours de la noblesse. Le début du XVIIIe siècle voit l'apparition des premiers concerts publics qui ouvrent leurs portes aux détenteurs de billets, quelle que soit leur appartenance sociale. Ce mouvement de démocratisation s'accélère au XIXe. Dans le cadre de concerts dits populaires de Padoue, les orchestres investissent des lieux improbables comme le chapiteau du Cirque d'hiver à Paris, pouvant accueillir jusqu'à 4000 personnes. En France, sous le Second Empire, les modalités du concert et du spectacle évoluent fortement avec l'apparition des cafés-concerts et le développement de la scène lyrique, dominée par l'opérette. Ces nouveaux types de spectacles mettent en évidence les fossés qui se creusent progressivement entre les divertissements mondains et les salles de concert classiques qui visent toujours à élever l'âme des auditeurs. Par exemple, dans un café-concert, on a une succession de petits numéros qui fait que les applaudissements sont beaucoup plus fréquents et les interruptions aussi par le public du spectacle peuvent se faire beaucoup plus facilement par la proximité qui existe entre les chanteurs et le public qui est attablé et non pas assis dans des rangées de sièges. Donc là, on a un vrai bouleversement et c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là que les modalités du concert tel qu'on le connaît commencent à se mettre en place. Dans ces cabarets et ces cafés-concerts, on fume, on discute, chacun entre et sort entre les petits numéros musicaux. Si au Chat Noir ou aux Folies Bergères, la musique n'est plus qu'un prétexte au divertissement, les salles de concert classiques gardent toujours un caractère sérieux. Dans les lieux de diffusion de la musique comme la salle de concert du Conservatoire de Paris, les façons de se tenir tendent même vers un modèle de plus en plus policé et discipliné. Un public dit respectable, en 1850, est un public qui peut contrôler ses émotions en silence. L'ancienne spontanéité du public des parterres est désormais considérée comme primitive et risible. Les auditeurs adoptent une nouvelle attitude.
Pour se préparer au concert et pouvoir s'y absorber entièrement, il est maintenant d'usage d'étudier attentivement les partitions qu'on va aller écouter. Être un amateur de musique, au sens premier d'aimer, devient alors un exercice intellectuel. Le nouveau modèle, c'est celui de l'auditeur qui est engoncé dans son fauteuil, qui a travaillé à l'avance la partition qu'il est venu écouter et qui passe tout le concert à essayer de retrouver tout ce que le compositeur a voulu mettre dans cette partition, à essayer de reconnaître les motifs qu'il a mémorisés en les travaillant. Tout le monde joue beaucoup du piano dans les périodes anciennes chez lui. Et du coup, la place de l'applaudissement est aussi limitée pour cette raison. C'est-à-dire que lorsqu'on veut comprendre chaque note qui a été inscrite dans une partition dans ses moindres détails, évidemment, on requiert le silence autour de soi et on se l'impose à soi-même. Et du coup, l'applaudissement est rejeté vers la fin de la partition lorsque la salle est libre de musique en quelque sorte et que le silence s'est refait. L'idée qu'une composition musicale doit être jouée dans son intégralité s'affirme durant tout le 19e. Fini les programmations pot-pourries mêlant des extraits de symphonies disparates, des airs d'opéra et des mouvements de concerto. Désormais, les concerts misent sur la volonté et la compétence des auditeurs de se plonger dans l'écoute approfondie des œuvres jouées d'une traite, du début jusqu'à la fin. Cette écoute-là est tout à fait moderne et elle date seulement du dernier tiers du XIXe siècle. Elle a été précédée par une autre manière d'entrer en communion avec la musique, on ne va pas la qualifier d'écoute justement, qui consistait à mêler la musique à des activités qui pouvaient être sociales, qui pouvaient être liturgiques, qui pouvaient être politiques, et la musique n'était jamais écoutée pour elle-même. Et donc dans ce cadre-là, on peut prendre l'exemple du concert ou du spectacle d'opéra, on avait des salles qui ne s'interdisaient pas de parler pendant le spectacle, qui pouvaient applaudir à certains moments en plein milieu d'une partition, une manière d'aller au spectacle qui se déroulait toujours dans la lumière, puisque ce qu'on faisait au spectacle, c'était non seulement profiter des œuvres qui étaient données, mais aussi entretenir des relations avec ses semblables, se montrer, toutes sortes de choses qui ont tendu à être gommées de plus en plus au XIXe siècle et surtout au XXe. Jusqu'alors, une intense activité animait les salles de concert. La correspondance de Mozart atteste notamment qu'à la fin du XVIIIe siècle, il était d'usage pour les spectateurs de manifester leur satisfaction en applaudissant ou en criant au milieu d'une œuvre. Dans une lettre à son père datant de 1778, Mozart écrit « Juste au milieu du premier allegro, il y avait un passage que je savais bien devoir plaire. Tous les auditeurs en furent transportés, et il y eut de grands applaudissements. Comme je savais bien, lorsque je l'écrivis, l'effet qu'il produirait, je l'avais ramené une seconde fois à la fin, et les applaudissements de revenir da capo. » Ce n'est pas simplement l'apparition de nouveaux types d'auditeurs qui imposent le rythme du concert que nous connaissons actuellement. Un tout autre argument vient favoriser la mise en place de ces silences respectueux, entrecoupés de salves d'applaudissements. Et il y a un phénomène de toute façon global d'assagissement du public, toutes classes confondues, au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. Ça commence grosso modo à la moitié du XXe siècle avec le fait d'asseoir le parterre, puisque bien évidemment la présence de public, de spectateurs debout modifie complètement la structure générale du public. Donc dès qu'on assoit les gens, et ça se fait avant la Révolution française, le public est tout de suite beaucoup plus sage. Et puis petit à petit, on a une espèce de polissage des mœurs qui fait que le public doit être de plus en plus calme. Les mœurs bourgeoises du public vont vers plus de retenue. Cette adoption progressive de ce qui devient la bonne conduite s'adosse aux changements architecturaux qui réorganisent de plus en plus l'espace des salles de concert. Ces modifications signalent la volonté des programmateurs, des artistes et des nouveaux amateurs de mettre la seule œuvre musicale au centre des attentions. L'architecture des anciennes salles de concert, celles qui sont construites de concert et d'opéra, celles qui sont construites au XVIIe ou XVIIIe siècle, sont des architectures qui favorisent évidemment la présentation d'un spectacle musical, mais tout autant, si ce n'est plus, le fait de faciliter les interactions entre les personnes qui sont dans la salle.
Et donc, entre autres, on utilise évidemment des loges qui peuvent se faire face dans les théâtres, c'est connu. On va surtout illuminer très richement ces salles et on va surtout ne pas les éteindre pendant les spectacles. Et on va voir se mettre en place à la fin du 19e siècle, au tournant fin 19e siècle, début du 20e siècle, tout un ensemble de salles expérimentales qui vont se construire à l'encontre de cet ancien système pour, au contraire, favoriser une écoute attentive des spectateurs. Wagner n'est pas étranger à cette mutation spectaculaire des formes de consommation de la musique classique. Ce dernier a présidé à l'édification d'une forme de concert qui a rapidement pris des allures d'office religieux. Pour arriver à ses fins, Wagner a ainsi été l'architecte d'une salle de spectacle mythique, le Festspielhaus, le palais des festivals de Bayreuth. Dans cette salle en amphithéâtre, les fauteuils sont dirigés vers le point focal de la scène et les spectateurs sont plongés dans l'obscurité. Dans ce lieu-là, on donne les opéras de Wagner dans un cadre qui est hors l'habitude lyrique traditionnelle, c'est-à-dire pas dans une saison de concert, dans un lieu spécifique. Et dans ce lieu-là, en particulier pour Parsifal, qui est la dernière œuvre de Wagner, une œuvre qui est elle-même aux limites du drame sacré, qui représente beaucoup, qui est sur un sujet religieux, et dans lequel il y a à la fin la représentation d'une célébration, à la fin du premier acte. Il est de tradition, depuis la fin du XIXe siècle, de ne pas applaudir à la fin du premier acte. Ce qui montre bien l'espèce de frontière très ténue qu'il y a à la fin du siècle dans les courants artistiques les plus avancés entre ce qui est de l'ordre du sacré et ce qui est de l'ordre de la pratique artistique. Et donc dans ce cadre-là, l'applaudissement, comme à l'église, est banni. L'expérience des spectateurs est tellement intense que l'on changera même le nom de la colline sur laquelle est construite le palais des festivals. On l'appellera la colline sacrée. Dans son journal intime, Cosima, l'épouse de Wagner, donne un aperçu de ce que pouvait être l'ambiance des représentations de l'époque. Après le premier acte, silence de recueillement qui nous a fait du bien. Après le second acte, cependant, nous avons une impression pénible en entendant que l'on siffle les gens qui applaudissent. Wagner lui-même était hostile aux applaudissements, ce qui montre bien les hiatus qui parcourent l'histoire de cette pratique. L'assistance des troubadours du Moyen-Âge, les spectateurs des opéras-ballets de Lully, à la cour de Louis XIV et les membres du public du dernier concert d'un orchestre classique ont tous une chose en commun. Le fait de ponctuer la performance des instrumentistes devant eux par leur claquement de main. On peut s'interroger sur les raisons qui poussent les publics à se manifester de cette façon, somme toute assez étrange. Debussy lui-même s'étonnait que les applaudissements soient réservés au concert. En juillet 1901, il posait cette question au lecteur de la Revue Blanche. Quand vous assistez à cette féerie quotidienne qu'est la mort du soleil, n'avez-vous jamais eu la pensée d'applaudir? Vous m'avouerez que c'est pourtant d'un développement un peu plus imprévu que toutes vos petites histoires sonores. En effet, pourquoi ne pas applaudir les tempêtes, les déchaînements de la mer et le scintillement des étoiles? On touche là aux raisons qui se cachent derrière le fait d'applaudir. C'est une relation entre le musicien et son public. Je pense que ça aussi, ça joue. Que si le public sent qu'il y a eu une générosité, un élan, quelque chose, ben, ils vont répondre merci. L'applaudissement, c'est pas un bravo au sens où vous avez bien joué, nous sommes fiers de vous, mais c'est merci. Merci de nous avoir éblouis, merci de ci, merci de ça. Les applaudissements permettent aux spectateurs plongés dans le noir et contraints au silence durant toute la performance de manifester leur présence aux interprètes, mais surtout de répondre de façon plus ou moins favorable à la prestation des musiciens. L'anecdote de la création de la 9e symphonie de Beethoven en est un magnifique exemple. Le compositeur complètement sourd s'absorbe dans la direction de l'œuvre. Ce n'est que quand la chanteuse Unger le tourne vers le public que Beethoven prend conscience des applaudissements furieux et sincères qui viennent couronner le succès de sa composition. Lorsque les spectateurs applaudissent, ils ont le pouvoir au creux des mains de signifier leur contentement.
Le cas des 3 débuts auxquels devaient se soumettre les artistes lyriques jusqu'au début du XXe siècle en est l'illustration parfaite. On pouvait aller jusqu'à dire que les applaudissements y étaient utilisés comme un outil de démocratie participative. On imagine bien que cette procédure de début, qui était très appréciée de tous les publics de spectacles et théâtres, était l'occasion pour le public de manifester sa puissance sur les artistes. Et lors donc du 3e début, lors du vote, qui pouvait prendre toutes sortes de modalités, on a souvent, la modalité la plus simple, c'est bien sûr ce qu'on appellerait nous l'applaudimètre. Donc s'il y a plus d'applaudissements que de sifflets, l'artiste est accepté. Mais lors de refus, on a bien sûr des sifflets, mais on a aussi souvent des attitudes très vexantes, très humiliantes de la part du public, y compris des jets d'animaux morts sur scène, enfin des choses assez horribles pour faire évanouir la jeune chanteuse qui n'a pas convaincu. Donc là, c'est un des moments où, dans leurs mains, les spectateurs ont la carrière des artistes à leur portée. Des claquements de mains synchronisés, à l'ovation debout en passant par les frappements de pieds sur le sol, toute une palette d'applaudissements permet aujourd'hui aux spectateurs de donner leur appréciation et de faire connaître aux artistes leur degré de satisfaction. Un échange s'engage entre la scène et la salle, une forme de communication qui possède, comme ailleurs, son lot de malentendus. À mon avis, la plupart d'artistes que moi je connais, on est très reconnaissant quand le public montre leur satisfaction ou leur joie. Mais en même temps, pour nous, on essaie de regarder un plus grand perspective. C'est pas la fin. Ça doit être normalement quelque part au milieu d'un voyage ou même un début pour la prochaine évolution. Alors oui, c'est intéressant de réfléchir. À la base, applause, c'est communication pour l'instant. Si le salle réagir dans une manière très enthousiaste pour une performance, que soit l'artiste ou le chef, il a su ou elle a su que ce n'était pas bien, ça signifie autre chose. Peut-être que le public n'a pas exactement compris ce qu'on est en train de faire ou on ne partage pas la même expectation. On a autre idéal dans la tête. Il y a aussi l'opposé qui se passe. Quand on a pour la première fois accompli comme un artiste exactement qu'on veut et on rend compte que le public n'a pas du tout compris ce qu'on a essayé à faire ou on a réussi à faire, ça peut être aussi le résultat est un peu disconnected. Mais quand ça se passe, c'est plutôt une réflexion pour l'artiste personnel. Jusqu'au 19e siècle, pour éviter ces déconvenues, les musiciens avaient déployé toute une série de stratagèmes afin d'obtenir avec certitude les succès qu'ils espéraient. Il n'était pas rare que les interprètes donnent des coups de menton démonstratifs ou fassent d'autres gestes d'incitation aux applaudissements dignes des grands orateurs. Pendant très longtemps, la relation qu'établissaient l'interprète et le public prenait des formes beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on connaît aujourd'hui. On est habitué à avoir une cérémonie du concert très ritualisée, avec des musiciens qui se sont habillés tous pareils, tout en noir en général, qui entrent selon un rituel très organisé, des places d'applaudissements qui sont déterminées à l'avance. Or, dans les périodes plus anciennes, jusqu'à la fin du XIXe siècle, en gros, on a eu une pratique de l'exécution musicale qui était beaucoup plus dévergondée, avec des artistes qui étaient beaucoup plus des orateurs musiciens que des interprètes tels qu'on les a connus, tels qu'on les connaît aujourd'hui, beaucoup plus près du texte musical et beaucoup plus scrupuleux avec lui. Il y a une série d'images qui est très célèbre et qui montre Liszt, c'est une série de vignettes qui ressemble à une bande dessinée, pendant un concert, avec des pauses qu'il prenait pendant le concert et surtout un
commentaire un peu ironique qui nous décrit ce qu'il était en train de faire. Et donc on voit bien dans cette espèce de film avant la lettre qui date du milieu du 19e siècle que le musicien construisait son rapport avec la salle et qu'il le jouait comme un acteur en essayant d'attirer le public vers telle ou telle chose qu'il était en train de faire sonorement au clavier, et que la partie visuelle était extrêmement importante. Ces jeux de scène pittoresques témoignent des préoccupations des artistes et de leur besoin de plaire au public. À cette époque, les interprètes virtuoses occupaient une place beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Tout au long du 19e siècle, une place de plus en plus grande a été accordée aux œuvres et à la figure de leurs compositeurs. L'histoire a donc fait évoluer les choses. Désormais, les spectateurs viennent certes pour entendre la vedette du moment, mais également pour écouter les grandes pièces du répertoire et leurs compositeurs de renom. Si les interprètes et les chefs d'orchestre continuent à s'exprimer par certains mouvements du corps, leurs gestes cherchent désormais moins à solliciter des applaudissements qu'à guider des réactions du public dans l'écoute d'œuvres et de compositeurs canonisés par l'histoire. Donc le chef d'orchestre, par sa gestuelle à la fin d'une pièce, va pouvoir donner un indice aussi au public, à savoir quand serait le bon moment de pouvoir applaudir, après un moment dramatique, quelque chose de touchant, ou encore si on s'attend à voir des applaudissements qui vont être soudains et très près de la dernière apogée. Donc tout ça peut être guidé par le chef d'orchestre, et souvent c'est ça qui va faire en sorte que on va avoir une réponse unanime en fait du public. Le tout serait de ne pas imposer une vision de l'œuvre, mais plutôt de partager avec le public une proposition d'interprétation. En effet, les publics peuvent parfois se montrer hostiles à une trop grande directivité de la part des musiciens. Pour les interprètes, le dosage est donc subtil. Si on est sincèrement dans le moment, il n'y aura pas un applaudissement jusqu'au moment qu'on relâche la tension. Ce que gêne le public, je crois, est quand ils sentent qu'un artiste, un soliste, un chef d'orchestre est en train de artificiellement contrôler le public. Ça, tout le monde était dans le public quand ça se passe, et le public n'apprécie pas vraiment ça parce que on veut exprimer une émotion et on est arrêté un peu comme on est en train d'être dirigé par le chef d'orchestre. À l'autre côté, si c'est sincère et honnête, le public va toujours suivre. Aujourd'hui, les applaudissements viendraient donc renforcer pour le chef et les spectateurs le sentiment d'une expérience partagée. Je pense que c'est juste qu'il y a des fois des moments magiques où, après avoir entendu pendant 1 heure une musique, puis que là, on dirait qu'il y a comme un consensus de toute la salle qui respire ensemble puis qui convient que c'est à ce moment précis-là que les applaudissements devraient apparaître. Je pense que ça fait comme la boucle du concert. Donc, ces moments-là sont très, comment je pourrais dire, palpables. On peut vraiment sentir l'expérience de concert, que tout le monde est attentif dans le même moment. En applaudissant, chacun pourrait signifier que le temps passé avec l'autre n'est plus régi par les règles de la vie courante, mais plutôt par l'œuvre et plus largement par la musique qui les a rassemblés. Au-delà de la magie de l'instant, les acclamations consenties du public ne seraient-elles pas simplement le fruit d'une connaissance partagée des conventions en vigueur durant les concerts? La retenue dont font généralement preuve les mélomanes d'aujourd'hui peut étonner lorsque l'on apprend qu'en 1674, Boileau affirmait que le spectateur, ayant acheté un billet de spectacle, avait le droit de manifester son opinion par des applaudissements ou selon toute autre modalité. Cette possibilité de faire valoir bruyamment son avis était, je cite, « un droit qu'à la porte on achète en entrant ». Donc il y a vraiment toute une histoire du sifflet au théâtre, qui serait le parallèle de l'histoire de l'applaudissement, avec toute une série de procès qui sont faits et où généralement la justice donne raison aux siffleurs, puisque s'ils n'ont pas sifflé de façon trop scandaleuse, ils ont
le droit de manifester leur opinion, a fortiori d'ailleurs, lorsque cette opinion est partagée, c'est plutôt d'ailleurs le sifflet isolé qui pose problème, mais lorsque toute une salle siffle, eh bien c'est le jugement général du public et il faut s'incliner dessus. Ces applaudissements et ces sifflets unanimes deviennent parfois le catalyseur des revendications de la foule. Ils peuvent mener à des bouleversements politiques spectaculaires. C'est le cas d'une des représentations de la Muette de Portici, un opéra de Auber. Cet opéra racontait une révolte à Naples au XVIIe siècle. La révolte était matée, mais en même temps, l'œuvre mettait vraiment en valeur, notamment le personnage principal, Masaniello. Et lorsque les patriotes belges écoutent cette œuvre pour la première fois à Bruxelles en août 1830. Ils sont bien sûr enthousiasmés par cet hymne à la liberté, à l'identité que représente l'opéra de Scribe-Auber. Ils applaudissent, ils manifestent et en sortant du théâtre, ils vont construire les premières barricades qui vont lancer le mouvement d'indépendance de la Belgique, la création de cette Belgique. Et donc se souvenir qu'un opéra peut amener la création d'un pays, peut amener un événement aussi important, a pour conséquence de vouloir vraiment limiter à la salle de spectacle l'expression de l'opinion du public. Pendant un temps, les salles de spectacle et de concert ont cherché à contraindre et restreindre les possibilités de cette expression spontanée. Les applaudissements sont au cœur de la question du pouvoir pour les créateurs modernes. À tel point que Schoenberg est même allé jusqu'à créer en 1918 une société d'exécution musicale privée où les applaudissements étaient interdits à l'issue de l'interprétation des œuvres. Pour lui, il n'était pas question de soumettre la créativité à l'approbation des spectateurs dont les compétences d'auditeur étaient remises en question. Si pour certains artistes les applaudissements peuvent témoigner du discernement du public, pour d'autres, l'acte d'applaudir est arbitraire. En 1967, une dizaine d'années après avoir créé le domaine musical, une société de concerts de musique contemporaine, Boulez dénonçait ce public conservateur qui reste confiné dans un même répertoire. Vous savez que dans les concerts, nous avons une coutume, c'est celle d'applaudir l'artiste. Et il m'est arrivé d'écrire une fois que les gens applaudissent finalement non pas l'artiste, mais eux-mêmes. Ils s'applaudissent de faire partie d'une certaine classe musicale et ils s'applaudissent de voir cette classe musicale reflétée dans l'artiste qui est devant eux. L'évolution des normes qui régissent les applaudissements nous informe à chaque époque sur la place que la musique classique, ses interprètes et ses compositeurs prennent dans la société. Aujourd'hui, les institutions musicales cherchent à élargir leur public et à remplir leurs salles de concert. Il n'est pas anodin que les programmateurs de saisons ou de festivals prennent en compte cette question des applaudissements, parmi d'autres normes, qui représentent une barrière pour plusieurs auditeurs potentiels. Le concert, c'est un rituel. On s'entend tous là-dessus. Il y a des formes qui vont avec ça, mais je pense qu'il est temps d'enlever certaines choses ou d'en faire un nouveau rituel. Les rituels, ça se transforme, mais d'enlever le côté rigide du côté sacré de la chose. Je pense que les gens acceptent que c'est un rituel. Ils ne sont pas choqués contre ça, mais s'il y a trop de conventions, ben, pour moi, ça ne fonctionnera plus. Dans cette dynamique de démocratisation de la musique, certains interprètes encouragent parfois le public à aborder le concert de façon moins conventionnelle. Le ciné-concert familial, entre autres, semble être un format particulièrement bien adapté. On leur dit, écoutez, probablement que c'est une des premières expériences de cinéma pour votre enfant, première expérience de musique. Essayez pas de toujours calmer votre enfant qui va commenter qu'est-ce qu'il va voir, qu'est-ce qu'il va vivre. Aucun problème. Nous, c'est justement ça qu'on veut. On veut juste qu'ils passent un bon moment sans que les parents soient stressés du comportement de leur enfant face à une nouvelle expérience. Donc, je pense que ça, j'avais trouvé ça agréable parce qu'on donnait le message très clair au tout début du concert. Donc, l'attention était complètement relâchée, autant pour les parents que les enfants. Puis tout le monde passait un bon moment. Donc ça, je me souviens que c'était une belle expérience de ce côté-là. Et vu que c'était vraiment de la musique de bande dessinée, puis tout ça, on entendait vraiment les enfants qui discutaient, qui parlaient « Ah, mais maman, t'as-tu vu le chat? » Puis plein de choses comme ça. Donc pour nous, les musiciens, c'était drôle. C'était vraiment comique. Puis ça faisait en sorte que chaque présentation était vraiment unique. Donc ça, je me souviens que c'était des beaux souvenirs. Donc je pense que l'idée, peut-être, des fois, de présenter ça selon le contexte, ça peut être une bonne chose, surtout pour un jeune public. Puis inciter justement les familles à venir puis à oser essayer un premier concert.
Si les applaudissements nous en apprennent beaucoup sur la façon dont le rôle de la musique classique et les interprètes ont évolué au sein de la société, quelle réponse offrir à ces spectateurs qui nous faisaient part de leur malaise au début de ce documentaire? Puis maintenant, c'est ça, il y a cette espèce de climat qui est malsain, le mot est un peu fort, mais où il y a certains gens qui se disent « je suis pas trop sûr de quand applaudir, donc j'applaudirai peut-être pas ». Il y en a qui y vont plus fortement. Et je pense qu'on se fait mal comme milieu à ça, parce qu'on a entretenu ces conventions-là sans transmettre les bonnes raisons de venir au concert. On fait de la musique pour toucher les gens, pour leur envoyer la musique. Et si on fait ça, la conséquence logique de ça, c'est qu'eux réagissent de la façon dont ils le reçoivent. On ne l'envoie pas d'une certaine manière pour provoquer une réaction. On veut juste leur envoyer quelque chose, puis on veut les nourrir. Alors, s'ils ont envie de crier bravo, qu'ils crient donc bravo, là. Mais il n'y a pas de recette unique, je pense.